Nous, les anciens, nous avons traversé une époque terrifiante et extraordinaire, celle de toutes les épreuves, y compris les plus inimaginables, de tous les excès, de toutes les catastrophes, mais aussi celle des innovations les plus fulgurantes qui ont complètement changé la vie. Nous sommes partis d'un autre monde, et nous voilà perdus dans celui-ci que nous avons du mal à apprivoiser, que nous avons du mal à comprendre, tant il est différent de celui de notre enfance. Aujourd'hui, le monde est un village. Mais autrefois, un village, c'était un petit univers. On y vivait en quasi-autarcie, pauvrement, dans l'entraide, la volonté de s'en sortir, la convivialité de familles nombreuses et au contact permanent avec la nature, notre mère nourricière. C'est bien ce petit monde antique de Saint-Faust que nous continuons d'explorer pour nous souvenir de ce que nous étions, il n'y a pas si longtemps. Robert Chouret. Entre 1920 et 1925, l'administration Lombia avait fait ouvrir la côte Neuve, l'actuelle côte de l'église, par une entreprise italienne dont le personnel était en bonne partie italien. Les Matalia se sont installés à Saint-Faust en cette occasion. En 1949-50, j'ai participé au goudronnage de cette route avec Jean Capdebosc et d'autres copains de Saint-Faust. Le POM, le tramway de la ligne Pau-Oloron-Moléon, passait à Larouin et s'arrêtait à la place de l'actuelle boulangerie. Le chemin de la Juscle n'était pas ouvert. Les maisons de la Juscle, Couminges, Bouaban, Lasserre, Baraille, Talabot et Tiret, n'étaient accessibles que depuis la route des Crêtes par des chemins qui descendaient à travers les bois, passaient la Juscle à la Pachère, où un barrage formait une retenue d'eau pour irriguer la plaine, et remontaient sur le versant opposé. Pour livrer le courrier dans ces fermes isolées, les facteurs Bonnet, Barousseau et Robert Soudard, l'oncle du maire actuel de Larouin, mettaient le vélo sur l'épaule. Le dimanche, les gens des vallées allaient à la messe à pied, par des sentiers à travers les bois. Pour transporter les produits des fermes, on utilisait les traîneaux tirés par des bœufs. On portait des sacs de 5 kilos de blé à moudre chez Bonneton pour faire les pains plats. Le boulanger Lassègue ne pouvait pas livrer le pain de l'autre côté de la Juscle. La maison Pissonde-Ourquet avait installé une caisse en bois au bord du chemin des Crêtes, et à chaque tournée du boulanger, quelqu'un devait traverser la vallée et remonter le coteau pour récupérer son pain. Chez Bonneton, par contre, on avait installé un téléphérique entre la maison et le chemin des Crêtes. Les jours de passage du boulanger, on actionnait le câble pour envoyer un panier au bord de la route et le boulanger leur déposait le pain. En 1944, j'avais 11 ans et la résistance m'utilisait pour porter les renseignements de la ferme Jusser où j'habitais et où s'étaient installés les chefs du maquis, messieurs Bordelongue et Cosolino, vers la maison Île-des-Cazes sur la route d'Aubertin. Au-dessus de la ferme, en contrebas du chemin de la Hellère, près d'une source qui s'écoulait dans une petite fontaine en pierre, au pied d'un chêne, quelqu'un m'attendait. Thérèse Couminges-Labérade. Je suis née en 1918 à la maison Gouillardou qui surplombe la vallée de la Juscle. Pour aller à l'école, j'empruntais le sentier qui montait au travers du bois de Jusser. À midi, je rentrais déjeuner à la maison. Les instituteurs s'appelaient Monsieur et Madame Pérès. Après l'école, en 1931, j'ai été placée à Pau, chez la famille Baillac, propriétaire du château de Luc à Saint-Faust. Monsieur Baillac, blessé en Alsace à la guerre de 14-18, avait été soigné par une infirmière allemande qui, ensuite, devint sa femme. Ils avaient un fils de mon âge. Quand je suis rentrée à leur service rue d'Espalongue à Pau, M. Baillac
était magistrat au palais de justice. Toutes les semaines, ils venaient passer le dimanche dans leur château de Saint-Faust. Madame Bailhac était très sévère, exigeante, et ne me permettait même pas de rendre visite à ma famille pendant nos séjours au village. De plus, je ne mangeais pas à ma faim, et je suis tombée malade. Alors seulement, j'ai pu revenir à Gouillardou pour me refaire une santé. En 1943, grâce à une relation, ma sœur Marie, mariée à Monin, a pu me trouver une place à Bordeaux dans une famille dont le père, ébéniste, avait un magasin en centre-ville et une usine en banlieue. La nourriture était correcte, malgré les restrictions, et l'ambiance me plaisait. Je suis restée avec eux jusqu'à mon mariage. Jean-Claude Labatte. Je suis né en 1943 et depuis l'âge de 8 ans, je suis venu chaque dimanche à Saint-Faust où mes parents avaient acheté une maison. J'ai fait ainsi la connaissance des familles Burguet et Bousquet. En 1971, nous avons construit notre maison du chemin Peillot et en 1977, c'est tout à fait par hasard que l'on m'a proposé de participer à une liste électorale, car en dehors des 3 familles ci-dessus, je ne connaissais pratiquement personne d'autre à Saint-Faust. À la surprise générale, c'est notre liste qui gagna les élections. À cause d'une mésentente, il y avait difficulté pour arriver à un consensus. Alors, on a pensé à moi qui, n'étant pas connu, bénéficiait d'une neutralité acceptable par les uns et par les autres. J'avais à Pau parmi mes clients 2 personnalités politiques, M. André Labarrère et M. Pierre Salenave, qui, je le pensais, pouvaient m'aider dans l'exercice de mes nouvelles fonctions de maire. Le local de la mairie était situé dans la petite pièce de l'actuelle bibliothèque. Lors du tremblement de terre de 1980, nous étions justement enfermés dans cette pièce avec M. Labarrère, quand le séisme s'est produit, faisant trembler la maison. Nous n'avons pas bougé. Mais le lendemain, M. Labarrère m'a appelé pour m'informer que des fonds avaient été débloqués pour la remise en état des bâtiments sinistrés. C'est ainsi que nous avons obtenu la subvention pour la réhabilitation et la transformation du presbytère en mairie. Pour terminer les travaux de la salle polyvalente au jour J, chacun avait vraiment fait des miracles. Pendant la nuit, on avait continué à poser des plaques d'herbe sur la terre nue des abords, on avait donné les dernières retouches de peinture, nettoyé les sols et les vitres. Louisette Couralis. Nous ne manquions jamais la fête de Saint-Faust, le 24 juin, jour de la Saint-Jean. Il y avait bal public place Bory, sous le grand chêne. Accordéon, saxo, batterie, parfois trompette. Nous dansions même dans la boue. La plus virtuose et admirée, c'était Victoire Marie, qui dansait souvent avec un cavalier de Jurançon. L'accident qui coûta la vie à son père a failli se renouveler une autre fois à Saint-Faust. Un voisin de Louis Noudou avait fait une coupe de touillas au Pont-Long pour faire la litière des vaches. Il avait loué un camion avec chauffeur pour le rentrer chez lui. Au retour, Louis était assis avec 2 copains en haut du chargement. Dans la montée, ils ont basculé avec une partie du touillas. Louis est tombé sur une haie de sureau qui venait d'être élaguée. Il s'est empalé dans une branche qui lui est restée dans le ventre. On a pu le sauver, et longtemps après l'opération, il se promenait toujours avec dans les poches un bout de bois du sureau qui avait failli le tuer. « Voici ce qu'on m'a sorti du ventre, disait-il à ceux qui s'inquiétaient de sa mésaventure.
Mon mari aussi a eu un grave accident. C'était le 1er décembre 1986, à 14 heures. Il venait tout juste de reprendre le travail à la scie circulaire. Il coupait le bois de chauffage aux dimensions demandées par le client, 30, 40 ou 50 cm. Jean et Annie Lamarque. Je venais de créer avec succès un rucher école. Cette réussite m'avait stimulé à suivre des stages de perfectionnement pour approfondir mes connaissances de l'apiculture et pouvoir l'enseigner à mon tour aux amateurs les plus divers. Le monde des abeilles nous passionnait et nous désirions lui dédier notre vie. Comment faire ? Nous venions d'acheter à Saint-Faust un hectare embroussaillé avec 2 petites maisons à restaurer ou à refaire. Simple hasard ou signe du destin, le curé de Saint-Faust, l'abbé Larieux, y avait précédemment déjà installé plus d'une centaine de ruches. Et l'aventure commença. Je faisais en même temps le maçon, le charpentier et l'apiculteur. La transformation de cette première exploitation apicole en musée, c'est-à-dire en lien à caractère culturel ouvert au public, a demandé la collaboration de plusieurs intervenants. La Cité des abeilles prenait vie. Marthe Gambette Larague. Je suis née à Andoin et, encore adolescente, je suis allée travailler à Pau comme bonne chez le Troubat, des commerçants qui géraient un magasin de vêtements et avec lesquels j'ai eu de suite des bons rapports. Mes patrons appréciaient ma capacité d'adaptation, mon adresse et mon dévouement et m'aidaient souvent à la cuisine. Je suis restée chez les Troubat jusqu'à mon mariage avec Édouard Larague en 1952. La maison Larague se trouve près du pont romain sur la Juscle, en face des granges transformées en 1996 par mon gendre Jean-Louis en auberge La Clairière. Le chemin de la Juscle, qui plus tard séparera notre maison des granges, à mon arrivée, n'existait pas. Pour notre mariage, nous avons emprunté avec nos invités et à pied depuis l'église le sentier qui, du chemin des Crêtes, descend à travers les bois et passe sur le pont romain pour joindre la maison d'Édouard. J'ai de suite aimé ce lieu solitaire, au creux de la vallée, et noyé dans la verdure où je garde beaucoup de bons souvenirs du temps passé. En février 1954, j'attendais la naissance de ma première fille Christiane. Au moment de la perte des os, Édouard a couru à l'auberge Nadoux-Burgot pour téléphoner au docteur Baudot de Gand. Puis il est revenu à la maison, il a attelé les vaches au tombereau, m'a aidé à monter et m'a amené allongé sur un matelas jusqu'au chemin des Crêtes. Le docteur Baudot m'attendait déjà là-haut pour m'amener en voiture à l'hôpital de Pau. J'ai aimé voir Jean-Louis et Christiane restaurer la grange et la transformer en auberge. Maintenant, je suis restée toute seule à la maison. Mon voisin, Pierre Lacabe, aussi, vit seul depuis longtemps. Il traverse chaque jour la route pour puiser l'eau à la source, près de la Juscle. Gérard Larague. Pendant 20 ans, j'ai participé activement à la vie associative de Saint-Faust, comme trésorier du comité des fêtes et du foyer rural. Nous avons organisé des voyages annuels pour tous les habitants. Une année, nous sommes allés en Andorre pour 2 jours. Depuis les années 1970, nous avons organisé le réveillon du village. Ma complice et meilleure collaboratrice était Martine Cossou-Esteves. Elle n'avait pas peur des difficultés et, la veille d'un événement, me disait chaque fois « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». La première année, nous avons accueilli 100 personnes et le foyer étant trop petit, nous avons débordé sur une pièce du presbytère. Au départ,
Chaque famille apportait une partie du repas et son couvert. Après, nous avons pris un cuisinier et nous avons fini avec des traiteurs. Pour la fête du village, nous organisions un spectacle gratuit en plein air dans la cour de l'école. Une année, nous avons invité les Joyeux Compagnons dirigés par l'abbé Marimpouey. Avec un tracteur, nous sommes allés chercher un piano chez Péroutet, Maison-la-Rose. Le transport l'avait désaccordé. Une autre année, l'orage a éclaté juste après le spectacle comique des frères Pagès, et chacun a pu se mettre à l'abri sans que la fête soit gâchée par le déluge. Avec Martine Cossou-Esteves, nous avons organisé plusieurs rallyes. Par mon métier, je connaissais assez bien les routes du Béarn. Nous partions en repérage avec ma 2 chevaux pour préparer la feuille de route avec le questionnaire. Georges Lasserre. Quand ma mère a perdu les os, mon père est parti en courant par les petits sentiers de traverse pour se rendre chez Tirette sur la route d'Aubertin, où il y avait le seul téléphone disponible pour appeler le docteur Arnaud de la Seube. Ensuite, il a dû l'attendre pour l'accompagner à la maison. Ma naissance a été laborieuse, et j'ai failli mourir aussitôt car j'étais tout noir, presque asphyxié. Le docteur s'était beaucoup battu, mais avait perdu l'espoir de me sauver. En partant, il dit à mon père « Demain matin, à 7 heures, s'il est encore vivant, vous m'appelez. » Le lendemain matin, je n'étais pas mort, et mon père alla chez Tirette pour informer le docteur. À la bonne nouvelle, le docteur répondit à mon père « Cet enfant n'est plus à vous, il est à moi. » Et il arriva aussitôt pour me soigner. 22 ans plus tard, le 28 juin 1958, j'ai failli mourir à nouveau dans une lutte corps à corps en Algérie où j'étais engagé dans le RHP. Après 4 mois de préparation militaire à Tarbes, j'ai passé 24 mois comme mitrailleur en Algérie avec le régiment des hussards parachutistes et nous avons été attaqués 21 fois. Le 28 juin 58, j'avançais au fond d'un oued. Ma patrouille, formée de 23 soldats, me protégeait du haut des berges. Au détour d'un lacet de l'oued, dans une caverne, une batterie ennemie nous guettait. Alerté au dernier moment par un compagnon, je me suis trouvé face à l'ennemi, prêt à tirer, lorsque mon fusil s'est enrayé. La mitrailleuse ennemie était pointée vers mes amis. J'ai bondi sur elle et je l'ai détournée de la cible. Mes camarades ont réussi à neutraliser le mitrailleur. Les 2 autres insurgés se sont rendus. Cette action m'a valu la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze à l'ordre du régiment. Victoire Marie Mourlane Jouanchicot. Chez Mourlane, autrefois maison Mouzoumé, sur la route du Bassot, nous étions pauvres, car la propriété était tout en pente, la terre était maigre. Mon père faisait un peu de vin et avait quelques vaches. À cette époque, les filles étaient très surveillées, devaient filer droit et travailler comme les garçons, sinon plus. Elles aidaient leur père au champ et leur mère à la maison. Au moment de rentrer à l'école de Saint-Faust, place Bory, aucun de nous ne connaissait un mot de français, car nous parlions toujours et seulement le patois. Ma mère était morte à 48 ans, en 1929. Je n'avais que 17 ans et toute la charge de la maison m'était tombée dessus. Avec mon frère, je suis partie 4 fois à minuit chercher le soustre au pont-long pour faire la litière aux vaches. C'était vraiment très dur, car j'étais mince et petite. Je tenais à la tâche plus par la force du caractère que par celle des muscles.
Nous étions très pauvres. Mon père avait dépensé toutes ses économies pour acheter un champ. Il nous a fait bûcher car il fallait s'en sortir. Il coupait les hêtres en billots et nous les chargions sur la charrette tirée par une paire de bœufs pour les porter à l'atelier de Menou ou de Saint-Cric. Les routes dans les bois étaient très mauvaises et nous travaillions pieds nus, la boue jusqu'aux genoux. Avec l'argent gagné, mon père achetait des bouvillons et les dressait à tirer la charrette pour les vendre. Moi, je l'aidais, je guidais les bouvillons, toujours pieds nus, en les tenant à la corde. Je faillis me faire tuer plusieurs fois, car ils se rebellaient et sautaient d'un côté à l'autre, comme des fous. Nous avons beaucoup travaillé, mais mon père a pu progresser et eut la satisfaction de pouvoir améliorer sa situation, faire du vin, avoir des vaches et vivre quelques années sereinement. Pour faire la lessive, une fois par mois, le matin, je mettais une couche de sarment au fond d'une grande cuve. Sur les sarments, je mettais le linge de couleur après l'avoir brossé à l'eau froide. En même temps, une grande chaudière d'eau avec 2 paquets de lessive Saint-Marc chauffés suspendus à la crémaillère de la cheminée. Juché sur un tabouret, j'arrosai ensuite le linge d'eau chaude. Au fond de la cuve, il y avait un trou bouché avec de la paille. L'eau qui filtrait par le bouchon coulait dans une autre cuve. Quand celle-ci était pleine, je la remettais à chauffer et je la renversais à nouveau sur le linge pour qu'il soit bien trempé. Alors, je le couvrais avec un sarrier, une sorte de feutre épais. Avec un tamis, je tamisais dessus une bonne couche de cendre sur le sarrier. Puis, je reprenais l'arrosage jusqu'à minuit. Le lendemain matin, après avoir fait la soupe et soigné les volailles et le cochon, je chargeai le linge sur le traîneau auquel on avait attelé les vaches, et j'allai rincer la lessive au petit lavoir près de la source. Il fallait revenir à la maison avant midi pour étendre le linge et réchauffer la soupe. René Lavie. Rien ne me destinait à devenir secrétaire de mairie, sinon le hasard d'une époque révolue. J'avais 23 ans quand, en 1965, le maire de Saint-Faust, Pierre Bonneton, vint me voir pour me proposer d'occuper provisoirement la place de secrétaire qui était vacante. Cette mission provisoire m'intéressait car elle me permettait de connaître les rouages administratifs de la commune, de tester mes capacités et d'augmenter mes connaissances des relations humaines. Je me suis tellement bien intégré que, passé la période initialement prévue, nous avons réciproquement accepté de la prolonger à durée indéterminée. C'est ainsi que j'ai été témoin direct de la vie de la commune pendant 28 ans. Après l'élection du nouveau maire, les jeunes de la commune plantaient dans sa propriété un peuplier italien. Cette plante pousse droite et haute et se plie au vent sans casser. C'était donc un symbole du bon comportement du maire qui devait être intègre et au-dessus des intérêts particuliers. Mais en même temps, il devait savoir composer et être diplomatique pour ne pas se couper d'une partie de l'opinion locale. En mars 1977, Jean-Claude Labatte, en arrivant à la mairie, se conforma à cette tradition, mais souhaita que les jeunes plantent un sapin. Au cours de ces 3 mandats, les équipements de Saint-Faust ont fait un spectaculaire bond en avant. Gérard et Marcel Pomès. Après avoir postulé au mouvement des instituteurs en juin,
et selon notre désir, nous sommes nommés à Saint-Faust pour la rentrée scolaire de septembre 1979. Heureux de retrouver notre Béarn natale après 6 ans passés au Pays basque, nous prenons rendez-vous auprès de monsieur le maire. Nous rencontrons alors Jean-Claude Labatte, élu depuis 2 ans à la tête du village. Jeune maire dynamique, il nous propose son aide et celle du conseil municipal pour soutenir nos actions post- et périscolaires. Nous profitons de l'été pour effectuer des travaux dans le logement de fonction, les fournitures étant payées par la mairie. Le jour de la rentrée, nous découvrons nos 36 petits élèves répartis en 2 classes. L'inquiétude palpable le premier jour a vite disparu tant du côté des élèves que du côté des maîtres. Nous faisons très vite connaissance avec les parents d'élèves qui ont à peu près le même âge que nous. Notre premier projet est d'organiser, comme nous le faisions auparavant, une fête scolaire. Lors d'une réunion préparatoire, la date de Pentecôte est évoquée. Depuis de nombreuses années, elle est réservée à la communion. Nous rencontrons alors monsieur l'abbé Cabane, qui nous propose aussitôt de déplacer le jour de la communion. Nous apprenons à connaître en lui un homme d'exception, toujours dévoué auprès des enfants. Pour sortir du cadre de la kermesse habituelle où les parents sont sollicités financièrement, l'idée d'organiser un bal-trap jour et nuit est retenue. Elle permettait en effet d'attirer des professionnels d'horizons lointains. Ce fut une grande réussite grâce à la participation de tous les parents d'élèves. La fête s'étalait sur 3 jours, avec en point d'orgue le spectacle des enfants le dimanche après-midi, suivi d'un grand méchoui servi sous chapiteau et qui réunissait la grande majorité des gens du village. La propriété de René Chouret, voisin de l'école, était complètement envahie. Les nuisances sonores étaient acceptées et comprises par tous les riverains. Le bénéfice conséquent nous permit d'acheter skis et chaussures pour chaque enfant et de les amener à Barèges tous les mercredis. Jean-Claude Labatte nous prêta Éric, un de ses employés, excellent skieur, qui nous servit de moniteur. Il nous ouvrit les portes de la mairie de Pau, qui nous accepta dans le cadre de l'association sportive municipale pour l'encadrement des sorties. Monsieur Labarère nous accorda également un créneau horaire hebdomadaire à la piscine couverte plein ciel à Pau. Les enfants découvrirent ainsi 2 nouveaux sports grâce à l'effort et à la solidarité de tous. Louisette Quentin Bonnecase. Enrôlé en 1939, Gaston Bonnecase de Bosdarros est blessé le 8 juin 1940 par un éclat d'obus. Le 9 juin, il est fait prisonnier. Le 26 août de la même année, il se trouve à Leucateau sous la surveillance de gardiens allemands. Gaston est décidé à s'enfuir. Il a, depuis son départ de la maison, un peu d'argent sur lui. Il se procure des vêtements civils, s'habille et les dissimule sous le pardessus militaire. Il s'en va, tout seul, en courant comme un fou. Pour l'instant, les gardiens lui tournent le dos, mais ils peuvent se retourner à tout instant. Il sait que, s'il est découvert, on n'hésitera pas à tirer ou au moins à le punir très sévèrement. Suffisamment éloigné et hors du champ de vision des gardiens, il jette le manteau. Par étapes de 30-40 km, il rejoint la ligne de démarcation
qu'il réussit à passer en compagnie de 4 rescapés. Gaston arrive à Bosdarros un samedi tard dans la nuit. Tout le monde dort. Il est né là, il connaît chaque recoin, chaque objet. Il ouvre un tiroir, se rassasie de ce qu'il trouve, du pain et du fromage avec un verre de vin. Puis, le goût du terroir en bouche, il monte dans sa chambre, se couche dans son lit, toujours intact depuis son départ, et tombe dans un sommeil profond. Le lendemain, sa mère se prépare pour aller à la messe. La robe que sa mère porte pour aller à la messe est dans une armoire près de la chambre de Gaston. La porte est ouverte. Elle entend quelqu'un bouger. « Qui est là ?» demande-t-elle, apeurée. Gaston se réveille et s'annonce. « C'est moi, maman, c'est Gaston. » La mère n'en revient pas, croit à un miracle. Elle est folle de joie et pour une fois renonce à la messe. L'année suivante, lorsque je m'approchai de ma 20e année, mon oncle persuada ma mère qu'il était temps de me marier et arrangea une rencontre avec la famille de Gaston Bonnecase de Bosdarros. On avait choisi pour moi, mais dès que j'ai vu Gaston, j'ai su que je l'aimerais comme si je l'avais choisi moi-même. Et la suite des événements non seulement a confirmé cette première impression, mais a dépassé largement les attentes initiales. Nous nous sommes mariés à la mairie de Saint-Faust le 11 avril 1942. Le mariage religieux a été célébré par l'abbé Gilbert à Notre-Dame de Pietà. Marcel Proharam, l'Espérouquaire. En 1931, mon père avait acheté une dépouilleuse à moteur à essence. Mais dans les petites fermes, on continuait à pratiquer la méthode traditionnelle. En novembre, on ramassait le maïs avec des paniers que l'on vidait dans une charrette au bord fermé par des planches. La charrette était déchargée dans un grand tas au milieu de la grange. Le ramassage terminé, on mettait des chaises et des tabourets tout autour du tas de maïs. Sur les chaises et tabourets, on posait des planches pour former des bancs. Le soir, après souper, vers 20h30, les voisins arrivaient, prenaient place dans les bancs. 60 personnes, parfois plus, jeunes et âgées, femmes et hommes, étaient ainsi réunis en cercle autour du tas de maïs à dépouiller. C'était un travail d'émulation, d'agilité, ponctué par les histoires et les plaisanteries. On jetait les dépouilles derrière le dos et les épis dans des sacs en jute qu'il fallait monter au grenier et vider au milieu de la pièce pour laisser la place aux chats de courir après les souris. Suivant la tradition, celui ou celle qui trouvait une épie au grain rouge avait le droit d'embrasser toutes les personnes du sexe opposé présentes. Ce qui était impensable devenait alors normal aux yeux de tout le monde et donc accepté de bon cœur. Mais certaines qui ne voulaient pas se laisser embrasser se penchaient en arrière pour échapper aux fortunés du sort. Elles finissaient par perdre l'équilibre et tombaient dans le tas des dépouilles, faisant éclater de rire l'assemblée. Vers minuit, le travail fini, on rentrait dans la cuisine. On mangeait du pain et du fromage avec des piments au vinaigre. Puis on servait des châtaignes que l'on avait cuites à l'eau dans un grand chaudron en cuivre. On les dégustait avec du bourret, en se lançant les peaux des châtaignes les uns aux autres, et la cuisine se transformait en champ de bataille. C'était le moment où les plus âgés et les enfants s'en allaient. Après, s'il y avait un phono, on se passait des javas et des valses et on dansait jusqu'à 3 heures du matin.
je me souviens d'être rentré un matin, au moment où mon père partait pour un pèle-port chez Abadi. Pendant la guerre, je pouvais sulfater une journée entière chez Casalette, maison Aurette. La sulfateuse sur le dos, sous un soleil de plomb, et le lendemain, partir sans problème avec la faucheuse, faucher le blé chez Ogarot. Je n'avais que 15 ans, mais j'étais fort et le travail ne me faisait pas peur. Au mois de juillet 1960, un orage laissa notre propriété dévastée sous 30 centimètres de grêle qui a détruit en quelques minutes toutes les récoltes ainsi que les toitures de la maison et des granges. C'était la ruine. Malgré l'exonération des impôts et une aide de l'État, il a fallu redoubler le travail pour redresser la situation.